En 2026, nous devons encore parler de la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH. Ces personnes sont-elles discriminées comme dans les années 80? Pourquoi devons-nous encore aujourd'hui revenir sur ce sujet? Voici un entretien enregistré il y a quelques jours avec Marjorie Maillon, coordinatrice du réseau Santé Marseille Sud. Elle commence par nous présenter l'association. Donc moi, je suis Marjorie Maillon, voilà, je suis coordinatrice du réseau Santé Marseille Sud, une association de lutte contre le VIH/SIDA qui a été créée en 1993 sur Marseille. Une association au départ créée par des soignants de l'AP-HM, pour accompagner et soutenir les personnes concernées par le VIH à une époque où, bien sûr, la prise en charge était bien plus compliquée que maintenant. Et puis, il n'y avait pas de traitement. Et donc, à Marseille, quand même, c'est une ville qui a été énormément touchée par l'épidémie. Voilà. Donc, cette association se constitue dans le cadre de Réseau Ville-Hôpital, à l'époque, Réseau Ville-Hôpital, VIH, Ville de Marseille. Voilà. Moi, je suis arrivée très tôt au sein de l'association, au sein du conseil d'administration, en 2004. Voilà, parce que moi, je travaillais en 2002 au sein de l'association Le Tipeee, qui était une association d'autosupport sur Marseille. Voilà, mais j'étais aussi donc membre du CA du réseau, où j'ai beaucoup appris en termes de, formation, prise en charge, comment ça se passait pour les personnes, etc. Voilà, et donc avec un lien très fort avec les médecins, du coup, via le réseau Santé Marseille Sud. Voilà. En 2010, avec la mise en place des ARS, il y a eu un arrêt des financements total du réseau Santé Marseille Sud, voilà, qui devait normalement du coup fermer, qui avait perdu tous ses financements de l'époque. Voilà. Et puis, donc on a eu un soutien de SIDAction et on a réussi à maintenir l'activité du réseau. Voilà, via ce premier financement qui a été indispensable en fait, sinon on n'existerait plus. Et puis on a pu récupérer un peu d'autres financements. Et moi à l'époque, voilà, pendant un an, j'étais en formation universitaire et j'ai du coup maintenu une activité dans le cadre du réseau à titre bénévole et puis récupérer les financements. Et du coup voilà, on a pu après pouvoir salarier et puis maintenir l'activité d'accompagnement et soutien des personnes concernées par le VIH. Voilà, mais pas que. Mais parce que par rapport aux personnes, après, on accompagne, après les familles, les enfants, enfin, tu vois, et les proches, en fait, voilà. Indirectement, plus ou moins, on fait des choses. Mais sinon, oui, on accompagne des personnes. Mais on fait aussi de la sensibilisation, tu vois, autour de la prévention et puis autour de la discrimination, en fait. C'était ça que je pense que je voulais dire. Oui. Voilà. Du coup, l'accompagnement, oui, tu veux dire que vous faites de l'accompagnement, de la prévention. Ouais. Pour les personnes concernées par les VIH et les proches. Ça oui, voilà, ça oui, bien sûr, tu vois. Mais après, on fait et la sensibilisation, la prévention et la lutte contre la discrimination, c'est auprès du grand public, auprès des professionnels, en fait, auprès d'autres, tu vois, c'est plus ça qu'on essaye de faire, en fait, en tout cas. Est-ce que vous avez aussi un volet, du coup, formation plutôt développé? Alors, on avait, mais non, on l'a plus parce que maintenant il faut le Calliope et tout, donc c'est trop compliqué. Enfin, puis comme c'est pas notre activité principale, tu vois. Enfin, pour moi, c'était trop mettre d'énergie dans quelque chose qui n'était pas non plus notre première. Enfin, tu vois. Oui. On fait pas la formation, nous on n'est pas un organisme de formation. Donc ouais, donc à un moment donné, moi j'ai laissé tomber sur le volet formation, c'est-à-dire qu'on n'est plus agréé formation, c'est sûr que non, mais on fait des actions. Alors ça serait plus de la sensibilisation. Enfin, tu vois. À une époque, on était formation parce qu'on avait eu on avait eu un agrément formation, en fait, voilà. Mais après, c'est trop compliqué. Voilà, c'est bon, ça me demande trop de temps au regard de qu'est-ce qu'on fait. Et puis en plus, souvent, c'est des trucs gratuits qu'on fait, nous. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà, parce que c'est pas. Le but pour moi, c'est vraiment de porter la parole des personnes, de faire valoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui être séropositif, le parcours, etc. des personnes, qu'est-ce qu'il en est, et surtout la question de l'impact de la discrimination. Tu vois, voilà. On va arriver à ça, on va arriver à parler de l'observatoire. Je vais juste revenir sur quelque chose que tu nous as dit. Par rapport au financement, il y a un moment où le réseau a failli disparaître. Et du coup, SIDAction, il vous a remis sur le chemin. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes aussi menacé, comme toutes les associations de lutte contre le VIH, pour des coupes budgétaires? Comment réagissez-vous? Oui, parce que on est menacé et en plus nous on a quand même des financements qui sont ultra précaires, c'est des financements, je veux dire annuels. Il y en a, c'est une action sur 2 ans. Il y a juste l'ARS, c'est
sur 4 ans, mais ça représente même pas le quart de notre financement. Enfin, donc c'est vraiment ridicule. Et bon, mais du coup, oui, enfin voilà, on est menacé au regard de justement cette précarité, ces financements qui sont jamais, c'est rien du tout. Enfin, donc c'est quand même très compliqué. Voilà. Et ben comment on réajuste? Eh ben, on bosse 2 fois plus. Non, mais eh ben, en fait, on va essayer enfin, toujours de jongler, en fait. Hein. Enfin, c'est du jonglage, c'est de l'acrobatie, moi, je trouve. Hein. C'est de l'acrobatie, voilà, comment faire, comment obtenir un truc. Tiens, ça, on pourrait émarger un peu. Enfin, c'est de l'acrobatie. Hein. Je trouve Oui, que c'est ça, vraiment, voilà. au niveau vraiment personnel de votre association. Mais tu penses que c'est possible un plaidoyer des associations, un lien avec les chercheurs, avec des professionnels de santé? Tu penses qu'on est dans une phase où ça serait possible, tout ça? Tu crois pas trop? Ben, en fait, le problème, c'est que enfin, si tu veux, enfin, je sais pas. C'est d'un côté, je pense que oui, peut-être il y a des choses qui sont possibles, enfin voilà, collectivement, etc. Il y a des batailles à mener, et collectivement, on est toujours plus fort et on arrive quand même à faire bouger un peu des choses. Voilà, bon. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a quand même, souvent, je ne sais pas trop, après, c'est d'un point de vue politique, hein, voilà. Qu'est-ce que là, il s'avance d'un point de vue politique? Et malheureusement, on voit bien quand même que selon ce qu'il en est, de toute façon, on aura beau. Enfin, il y aura eu beau des études, parce que des études scientifiques qui valident et qui montrent bien que telle et telle chose, ça marche mieux et que c'est plus opératif et que c'est plus pertinent et adapté, etc., que autre chose. Enfin, je veux dire, je pense que c'est pas nouveau. Ça fait, je pense, que 20 ans que c'est dit 20 ans qu'il y a des rapports. Voilà. Pour autant, c'est pas suivi. Donc, ça veut bien dire que c'est autre chose. Enfin, on n'est pas dans quelque chose de pragmatique, il me semble pas. On est plus dans quelque chose d'idéologique. Voilà, avec donc des idéologies en fait qui vont, qui sont peut-être contre, en tout cas, qui ne sont pas en faveur des personnes qu'on accompagne, certainement pas. Voilà, et on le voit bien là, Santé publique France. Enfin, je veux dire, il y a quand même des menaces, des choses en tout cas menacées de disparaître, alors que pour autant, il y a tout un tas de chercheurs qui vont quand même expliquer en quoi, en tout cas, ben non, faire ça, c'est pas bon. Mais on voit bien que ça a peu de poids. Enfin voilà, donc à un moment donné, on se questionne. Voilà, moi je me questionne toujours sur ce qui est en route. Je trouve que voilà, c'est plus d'un point de vue idéologique et j'ai l'impression qu'en fait, quels que soient les arguments pragmatiques, ça change à rien. Enfin voilà, donc c'est ça en fait l'histoire, hein, je trouve. Donc bon, tu vois. Voilà, c'est pour ça que je trouve que, je sais pas si s'évertuer en tout cas notre énergie pour en espérant que ça puisse avoir un impact. Moi, je suis pas sûre. En fait, je suis pas sûre que ce soit comme ça que ça va marcher. Tu es sur l'action, plus sur l'action, je pense. Je pense que oui, parce que je pense que c'est comme ça que ça change. Voilà, et il me semble il me semble que c'est en faisant des choses, en fait, en étant opérationnel, en faisant des choses, et puis en rassemblant peut-être justement plus de monde dans les actions qu'on mène. Voilà, je pense que c'est plus ça, je pense, qui peut-être fait bouger et qui, voilà, même si des fois, c'est tout pareil, hein. Je trouve qu'il y a aussi ce qu'on montre d'un point de vue national ou ce qu'on montre, voilà, ici ou là, et puis après, comment ça se passe dans la vraie vie sur le terrain. Et des fois, il y a des choses qui bougent sur le terrain. Voilà, mais pour autant, ce qui va bouger ici ou là, peut-être que c'est pas non plus connu par tout le monde. Enfin, voilà. Donc bon, voilà. Donc, moi, je suis assez, oui, enfin, je pense qu'il faut, c'est dans l'opérationnel, oui, je pense. Un des plaidoyers très forts, une des choses que vous faites, c'est sûrement l'Observatoire contre les sérophobies. Est-ce que tu veux nous raconter un peu déjà la genèse du projet et à quel moment on est maintenant? Donc en fait, nous, quand même, au réseau, c'est une association, mais à partir de 2013-2014, il y a eu quand même, en fait, un besoin, une envie, enfin, je veux dire, de valoriser, je sais pas si valoriser, ou en tout cas de mettre en avant la question du vécu, du partage d'expérience, de la place des personnes et surtout, en fait, leur expérience, hein, leur savoir, ce qu'on appelle savoir expérientiel, ce que tu veux, enfin, bon, la parole des personnes. Donc, du coup, on a eu une patiente paire, hein, qui a été donc quelqu'un concerné par le VIH, qui a été salarié, hein, qu'on a intégré dans l'équipe en 2015. Et donc, la discrimination, à partir de là, on a fait ce qu'on appelait un pôle ressources, en fait, où du coup, c'était d'intervenir auprès des soignants, auprès des
des soignants en formation, des professionnels, des jeunes dans des lycées professionnels, autour du vécu, avec donc moi, c'était un groupe en fait avec des personnes concernées où on venait expliquer qu'est-ce que le vécu, comment ça se passe, la question de la discrimination, qui était de toute façon quand même quelque chose qui moi m'a toujours frappé depuis que j'ai commencé à travailler dans la lutte contre le VIH. Donc on a toujours mené des actions comme ça. Voilà, autour de la discrimination qui est terrible pour les personnes concernées, qui est toujours présente malgré qu'il n'y a vraiment aucune raison, en tout cas qu'elle soit présente, parce qu'en fait on risque rien. Enfin bref, voilà. Donc ça on l'a toujours fait. Après en 2024, il y a eu on a participé aux États généraux où vraiment aussi, en tout cas cette question-là, j'ai bien vu qu'elle était quand même présente dans tous les domaines, avec tout le monde. Enfin, que c'était quand même un sujet important. Et bien, du coup, il y a eu cette idée-là de, tiens, voilà, ça serait bien de pouvoir un peu faire un état des lieux, la discrimination aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, et surtout, en fait, sur des choses récentes. Parce que la question pour nous, c'était la discrimination, comment on peut quand même en donner la dénoncer, voilà, et puis montrer qu'elle est récente, fait que c'est pas il y a 20 ans, en fait, non, c'est là maintenant que ça se passe, voilà. Donc il y a eu cette idée de mettre en place l'observatoire et pour récolter, et aussi pour justement faire du plaidoyer, en fait, se servir des situations de discrimination qui remontaient, faire du plaidoyer, faire des outils, enfin voilà, il y avait vraiment une envie, une volonté de, allez, on se prend du temps vraiment là-dessus, et on élabore des outils, on fait des choses, enfin... Bon, après, on voit ce que ça donne, hein. Enfin, voilà, parce que c'est toujours pareil. Enfin, tu mets en place quelque chose, tu as tel objectif, mais en fait, ce que ça va donner, c'est pas du tout l'objectif qui était fixé au départ. Bon, donc c'est aussi ça qui est intéressant, hein. Voilà, donc c'est comme ça que c'est venu. L'idée, elle est venue comme ça, avec cet observatoire. Et oui, parce que moi, je trouve quand même, voilà, parce qu'en fait aussi, la question de la discrimination, je trouve quand même que moi, ce qui me frappait, donc quand même, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, hein, que donc moi, du coup, je travaille dessus depuis longtemps, même avec SIDAction dans le cadre de la mission emploi, par exemple. En 2005, déjà, on avait travaillé vachement sur la discrimination des personnes séropositives dans l'emploi. Et en fait, je trouve que la discrimination des personnes séropositives, moi, j'ai l'impression des fois qu'on l'a... Enfin, c'est comme si on l'avait intégré. C'est-à-dire que quelqu'un séropositif, c'est normal qu'il soit discriminé, en fait, quelque part. Voilà. Vous voyez, donc c'est aussi ça, en fait, cette espèce de normalisation, de banalisation, d'acceptation de quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est inacceptable, en fait. Hein, en 2026, c'est inacceptable de discriminer quelqu'un de séropositif. Et je trouve qu'on a quand même les professionnels, hein, enfin voilà, donc moi aussi, les acteurs, les personnes elles-mêmes, il y a vraiment on a intégré le fait qu'être séropositif, qui est discriminé, c'est normal. Voilà. Donc c'était aussi comment on change en tout cas notre point de vue, le paradigme, comment d'un coup, non, c'est pas normal. Et comment on va dénoncer les personnes qui font la discrimination, comment on va renverser ce rapport qu'on fait, hein, qui est pas normal. Du coup, aussi, c'est très intéressant ce que tu disais d'actualiser par rapport aux discriminations. Parce que si on dit aujourd'hui, on a le paradoxe, d'un côté, les VIH n'existent plus, ça n'intéresse pas, et de l'autre côté, on parle de discriminations qui sont factuelles et qui sont aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire quelques exemples pour nos auditeurs pour qu'ils comprennent la finesse aussi des discriminations qu'une personne séropositive aujourd'hui a à subir? Alors attends, je vais récupérer des données. Mais oui, parce qu'en fait, celui c'est intéressant. Parce qu'en fait, voilà, donc nous c'était aussi pour pouvoir justement, en fait, quand on parle de discrimination, des fois les gens ils disent ah non mais c'est bon, mais c'est réglé maintenant le VIH, c'est bon quoi. En fait voilà, et tu dis non, c'est pas réglé. Donc du coup il y avait vraiment un besoin que ça soit récent pour pouvoir démontrer non, c'est pas des choses il y a 20 ans, en 2025, en 2024, ça se passe toujours en fait. C'est toujours une réalité. Donc ça, c'était important. Et après, ce qui est compliqué, je trouve aussi, c'est que je sais pas comment... Ouais, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, la discrimination, ça arrive dans des milieux en fait où les gens sont plus à même de parler de leur statut sérologique. Voilà. Mais moi, je dis toujours, si demain, toutes les personnes séropositives disaient qu'elles étaient séropositives, je pense ça serait un raz-de-marée, en fait. Et j'en suis persuadée. Je pense que ça serait le bordel, en fait. Voilà. Voilà. Donc là, ça se cristallise sur les situations parce que c'est là où les personnes, elles sont le plus à même de révéler leur statut. Mais en fait, je trouve que si demain tout le monde le disait, on entendrait discrimination de partout. Voilà. Donc bon.
Je sais pas, moi, par exemple, je sais pas, il y a une situation d'une personne, par exemple, enfin, alors, après, c'est pas la discrimination directe, c'est ça, c'est toujours compliqué. Hein, les Oui, personnes, elles vont pas, voilà, les professionnels, ils vont pas leur dire, ah ben non, parce que vous êtes séropositif, on bien fait pas ça. évidemment. C'est pour ça que je t'ai demandé de nous C'est expliquer aux ouais, éditeurs vraiment la finesse de ce ouais, ouais. mécanisme. Par exemple, c'est quelqu'un en pharmacie, il veut faire un vaccin pour la grippe, en fait, hein, et donc sa pharmacienne, elle a refusé de le vacciner. Elle lui a dit non, non, mais ça, c'est à l'hôpital, par exemple. Tout à fait. Voilà, voilà. Et donc, si tu veux, c'est ça qui est complexe, c'est que tu sais pas trop, mais quand même, tu sais très bien qu'un pharmacien peut faire une vaccination, donc il n'y a pas de raison qu'il vaccine pas la personne. Enfin, pour voilà, à part le motif que, enfin, il y aurait peur. On regarde sa séropositive et la pharmacien est au courant parce que la personne vient récupérer son traitement dans cette pharmacie. Donc, elle sait qu'il est séropositif. Hein. Voilà. Donc, ouais. Et donc, la personne, avec ça, ben, elle est un peu, elle se retrouve un peu, voilà, bête en fait. Hein, elle ne sait pas trop quoi faire. Et puis après, comme c'est la pharmacie dans un village, en fait, où voilà, il n'y a pas non plus. Enfin, il ne va pas changer de pharmacie demain, ça va être compliqué pour lui. Et ben du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait, en fait. Voilà. Donc il va supporter cette discrimination en sachant que c'est une discrimination, donc il y a quelque chose qui est extrêmement violent pour les personnes. Souvent, il y a beaucoup de. Je trouve que c'est extrêmement dur pour les personnes. Hein. Voilà, elles se font retoquer, elles sentent qu'il y a quelque chose, en fait, où elles sont enfin, refoulées, rejetées, etc. On ne fait pas quelque chose qu'on devrait faire, qu'on fait aux autres parce qu'elles sont séropositives, mais qu'elles sont un peu impuissantes à dénoncer. C'est ça qui est, je trouve, qui est aussi assez violent. Après, attends, j'essaye de voir là sur des questions il y a des après, il y a des choses, enfin, alors il y a de la discrimination. Par exemple, un dentiste, par exemple, quelqu'un qui voit un dentiste, le dentiste devait envoyer un devis, le devis n'est jamais arrivé. Bon, alors bien sûr, tu peux dire oui, peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il ne sait pas, mais si tu veux, il y a aussi une. Enfin, tu ne peux pas t'empêcher de te dire ah oui, mais en fait, peut-être c'est parce que le dentiste, en fait, ben non, il ne me soignera pas, quoi. On n'oublie pas Voilà. d'envoyer un devis. C'est impossible. Et oui, voilà. Donc, enfin, tu vois, donc c'est toutes ces petites choses et c'est toujours, comme c'est super insidieux, je trouve que c'est ça aussi pour les personnes qui sont compliquées. Et des fois, ça les met en rage. Hein. Enfin, là, moi, il y a une personne là dernièrement pour un examen. Euh, alors après, il y a des choses qui sont plus... Mais par exemple, là, il y a une personne qui me racontait qu'elle fait un examen et il y a un questionnaire, en fait, où on demande aux personnes si elles sont séropositives. Et ça, bon, alors, bien sûr, tu n'es pas obligé de répondre, donc c'est pas vraiment une discrimination. Mais quelqu'un de séropositif, il le vit excessivement mal. Voilà, les gens, ils le vivent très mal, ça, parce qu'ils se disent, mais pourquoi on nous demande ça à nous par rapport à cette maladie, alors que pour tous les autres, on ne leur demande pas. Voilà. Pour eux, c'est extrêmement violent parce qu'en plus, ils n'ont pas envie de dire comme ça qu'ils sont séropositifs. Donc, en plus, ça les met dans une situation où on va les obliger à dire quelque chose, mais quelque chose qu'ils cachent, qu'ils n'ont pas envie. Enfin, et en sachant que s'ils le cachent, c'est parce qu'ils ont tellement peur de la réaction des gens. Enfin, voilà. Et donc, du coup, et ça, par exemple, alors ça, c'est pas une discrimination, mais je trouve que ça, enfin voilà, moi je sais que ça c'est quelque chose que j'aimerais bien, par exemple, voir un peu, être un peu plus clair au niveau juridique, etc. Parce que je trouve que c'est extrêmement violent en fait cette question pour les personnes. Et eux, ça les, enfin voilà, moi souvent on se rend pas compte, mais les personnes elles le vivent très mal ce genre de questions anodines qui paraissaient anodines. Et on se dit bah oui, bah ils peuvent demander, bah non ils n'ont pas à demander. Pourquoi faire? Enfin, je veux dire, s'ils prennent des précautions standards. Basta point, il n'y a pas de protocole. La dernière fois, c'était avec un médecin qui m'expliquait que oui, les personnes doivent dire qu'elles étaient séropositives lors d'une opération. Tu vois, c'était un médecin pourtant. Et je lui disais, ben non, il n'y a pas de protocole en fait. Sortez-moi un protocole qui explique que quelqu'un de séropositif, il y a un traitement différent. Il n'y en a pas. Donc, quelque part, s'il n'y en a pas, c'est que la personne, elle n'a pas d'obligation de le dire. Vous voyez? Mais c'est... Et la question des discriminations, ça nous mène directement à un autre gros sujet que c'est la indétectabilité, intransmissibilité du virus. C'est-à-dire que dans la dernière enquête VESPA 3, on a, avec beaucoup de surprises, découvert que même parmi les personnes qui vivent avec les VIH, il y a une méconnaissance souvent de ce principe de base qui peut être quand même un gros blocage aux discriminations. Indétectable, intransmissible. Je prends un traitement, je ne transmets pas le virus. Qu'est-ce que tu penses qu'au niveau associatif, on pourrait faire de plus pour que ce message sorte des cercles tout petits dans lesquels il est toujours relégué? Après, à part, je sais pas, le crier sur tous les toits, enfin, quelque part. Enfin, je veux dire, le crier sur tous les toits, c'est vraiment,
qu'on le dise de partout. Voilà, je fais à part faire ça, mais pour moi, il y a le dire partout, ça veut dire dans les formations des soignants, dans les formations des dentistes. Enfin, voilà, pour moi, il y a un matraquage à faire en fait par rapport à ce message, un matraquage à faire parce qu'en fait, tu t'aperçois que quand tu interroges des gens, voilà, en dehors des milieux spécialisés, donc des milieux de la lutte contre le VIH/SIDA, etc. Les gens, ils y comprennent rien, quoi. Enfin, c'est quand même, c'est quand même effarant. Bon, chaque fois qu'il y a des nouveaux professionnels qui viennent travailler au réseau, d'accord. En fait, donc, ils commencent à travailler au réseau, VIH, et d'un coup, ils me disent, oh là là, mais tu veux pas savoir autour de moi, mais les gens, ils ne comprennent rien, quoi. Enfin, ils sont pas au courant. Enfin, donc, et c'est pas la première fois. Donc, chaque fois qu'il y a eu des nouveaux professionnels, ils m'ont dit, oh là là, mais tu sais, autour de moi, en fait, mes copains, etc., je me rends compte qu'ils sont pas du tout au clair. Voilà, donc ça veut bien dire qu'on n'en parle pas assez. En fait, on n'en parle pas assez et on ne dit pas assez. Et voilà, comment dire, et en dehors des milieux spécialisés. Oui. Voilà. En dehors des milieux de la lutte contre le VIH/SIDA, un grand public, enfin partout, en fait, partout. Ça devrait être 2026. Enfin, je ne comprends pas comment c'est pas plus clair pour tout le monde, en fait. Hein. Tout à fait. Que ça se soigne, qu'il y a un traitement, qu'il n'y a pas de risque, qu'on peut avoir des enfants, enfin, qu'on meurt de vieillesse. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est quand même fou. Fou que ça soit pas que ce soit pas vulgarisé, que ce soit pas connu, en fait, aussi connu. Et pour revenir aux discriminations que vous pouvez recenser, que vous avez pu recenser, je pense que maintenant, l'éventail des discriminations, entre guillemets, est encore plus large. C'est-à-dire que maintenant, on a une population vieillissante avec les VIH, par exemple, et une population jeune qui découvre la séropositivité. Du coup, c'est dans plein de possibilités différentes. Est-ce que vous avez, par exemple, beaucoup de personnes âgées qui vous ont signalé des cas de discrimination, ou c'est plutôt des jeunes qui sont plus sensibilisés à ça, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas comme normal, parce qu'on peut dire qu'une personne, une vieux séropositif, entre guillemets, habitué à être discriminé, et il a intégré, comme tu disais au début. Alors oui et non, parce que moi j'ai des personnes là qui ont été condamnées dans les années 80. Hein, donc c'était une nana là qui m'expliquait que voilà qu'elle a, je sais plus pour quel examen en fait que le soignant a eu un mouvement de recul, etc. Enfin voilà, et pourtant ça fait 40 ans qu'elle est contre cette personne, et pourtant voilà, ça l'a vachement en fait ça l'a, comment dire, ça la met vachement en colère en fait. Voilà, donc malgré tout je trouve qu'il y a je sais pas si c'est pas pour tout le monde, hein. Je sais pas, mais je trouve qu'il y a quand même, il y a des gens, ils sont quand même un peu plus en colère, en fait, ou alors la colère, on l'entend, en fait, on l'entend plus, ou peut-être que du coup l'observatoire permet aussi que cette colère, elle se déclare, parce que je trouve que c'est ça aussi, c'est que les personnes qu'elles sont discriminées, elles vont raconter ça, en fait, et puis on va rien en faire, en fait, on va rien en faire. Ben écoute, voilà, oui, faire attention, oui, il faut pas le dire à tout, pas le dire à tout le monde, oui, ça peut être ça. Je trouve qu'il y a eu aussi ces réponses-là, en fait, qui sont, du coup, on ne va pas dire à la personne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui existe d'un point de vue légal, comment tu peux te défendre si tu en as envie. Enfin, c'est ça aussi. Je pense que maintenant, on est peut-être un peu plus là-dessus. En tout cas, dans le cas de l'observatoire, c'est sûr. Et je pense qu'aussi ailleurs, parce que je pense que il y a une prise de conscience un petit peu, ici ou là, que la discrimination, c'est pas possible et qu'il n'y a pas de raison de laisser faire ça, en fait. Voilà. Et pour les personnes aussi qui en parlent, je pense qu'il y a des personnes aussi qui s'affichent plus en étant séropositifs. Donc, je pense que ça, peut-être que ça aide aussi. En tout cas, voilà, je trouve voilà, il y a peut-être plus maintenant, un soutien face aux personnes, et se dire, non, on va pas laisser comme ça, en fait. On va pas dire que c'est normal et que c'est pas grave, et puis tu te démerdes et tu rentres chez toi, et puis voilà. Non. Là, par exemple, moi, il y a eu un monsieur que j'ai vu il y a pas longtemps, il y a 2 semaines. En fait, il a vu le flyer de l'observatoire, il a cliqué, et en fait, il nous a appelés. Et lui, en fait, il nous a parlé d'une discrimination qu'il y avait il y a 15 ans, mais en fait, il y a 15 ans, sauf qu'il s'en rappelle comme si c'était hier. Donc, c'est vous dire, je trouve que c'est m'a frappé, je me suis dit, mais vraiment, cette personne, cette discrimination-là, en fait, elle est là depuis 15 ans, il la garde, en fait. Et c'est quelque chose qui est insupportable, que là, il a revu, en fait, qui a été compliqué et qui n'a pas été réglé. Et là, on était en train de voir avec lui, écoute, viens, on peut faire un courrier à la personne, faire des choses pour qu'en fait, il puisse s'en dégager. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont vécu des discriminations comme ça, qu'ils ont gardé en eux. Je pense que c'est comme un trauma. Pour moi, on parle de trauma, mais c'est un peu un trauma, je pense, pour des personnes. Et quelque chose qui peut, du coup, revenir à la surface. Et puis, voilà. Et après,
Voilà, et peut-être il y a plein de gens comme ça, que peut-être que ça mériterait peut-être d'être accompagné ou d'être revu, toutes ces situations-là. Hein. Ou comme je trouve qu'il y a des personnes, moi, dans la personne que j'ai pu accompagner depuis 25 ans, il y a des personnes, par exemple, qui ça a toujours été un trauma au départ, le VIH, il y a eu beaucoup de rejets, et c'est des personnes qui n'ont jamais adhéré aux soins. Et qu'à 30 ans, on les retrouve avec des problématiques de santé plus, parce qu'en fait, ils n'ont jamais adhéré à leur parcours de santé, en fait, au regard de ça. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un enjeu qui est énorme, en fait, cette discrimination sur l'estime de soi, sur le regard qu'on se porte. Enfin, en fait, il y a quelque chose qui est extrêmement important sur voilà, comment après je vais rentrer dans le parcours de soins, sachant que le VIH, encore aujourd'hui, c'est une pathologie chronique, c'est à vie. C'est-à-dire que le traitement, c'est à vie que j'aurai un traitement VIH. Voilà. Donc, bon... Ouais, pour moi, il y a peut-être une prise de conscience. Enfin, façon, on le dit, hein, chez nous, hein, les endroits où on a un traitement, c'est le dernier combat. La discrimination, elle impacte plein de choses. Elle impacte le parcours de santé, l'estime de soi, l'isolement. Ça impacte tellement de choses. Et il faut s'en occuper. Et plus que ce qu'on s'en est occupé jusqu'à présent, il me semble. Et voilà. Et la réponse, il me semble que ce n'est pas on ne le dit pas. C'est pas possible. Cette réponse-là, elle n'est pas possible, quoi. Après, c'est pas de dire aux gens, dis-le. Moi, je dis toujours, ça t'appartient, en fait. C'est ta vie, c'est toi. Moi, je suis pas à ta place, j'en sais rien de ce qui est bon à faire. Par contre, on va discuter. Voilà. Le dire, pas le dire, comment ça se passe, la peur que j'ai, etc. Est-ce que je peux vivre, comment je me défends. Enfin, c'est tout ça qu'il faut faire. C'est tout ça que je trouve qu'on ne fait pas assez avec les personnes, il me semble. Et pour qui nous écoute et voudrait signaler des cas de discrimination, il trouvera les liens sur votre site internet. Je sais que vous avez un QR code, on peut le flasher. Oui, sur le site internet, il y a le QR code, il y a le lien pour justement signaler. Voilà, donc signaler, c'est anonyme. Hein. C'est 4-5 questions, c'est assez simple. Hein. Et puis nous, on demande, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis surtout, les gens, qu'est-ce qu'elles ont ressenti. Parce que je trouve que ça aussi, c'est important, en fait, de demander aux gens qu'est-ce qu'elles ont ressenti. Qu'il faut aussi entendre la colère, entendre la frustration, entendre ça, en fait, que les personnes vivent mal, quand même, que ça peut très bien être pas sympa du tout. Et qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont des super idées, en fait, aussi, voilà. Donc, pour moi, c'est aussi, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, hein. Nous, on a mis un temps spécifique autour de la discrimination, au réseau. Et puis, oui, parce que moi, je dis aux personnes, voilà, sans vous, je n'ai pas d'idée. Moi, j'en sais rien de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et venons, on travaille ensemble à ça. Voilà, oui, donc il y a le QR code. Et puis, c'est anonyme, c'est, voilà, complètement. Après, si les personnes elles veulent nous contacter, elles peuvent, il y a nos coordonnées. Et ça, il n'y a pas de souci. On mettra tout ça sur notre site internet pour les auditeurs qui nous écoutent. Ils pourront avoir les liens directs. Et tu me disais un autre jour, hors enregistrement, tu m'as parlé d'une mise en scène de ces discriminations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors ça, donc c'est un travail qui a été fait avec des personnes concernées et non concernées. Hein, voilà, il y a aussi des proches et des gens qui sont, en tout cas, militants et qui veulent aussi travailler là-dessus. Et donc, on a rencontré un comédien qui s'appelle Jean-Jérôme Esposito, qui est un comédien, un acteur marseillais, et qui nous a aidés, en fait, à partir de l'idée, c'était de faire des scènes humoristiques à partir de la discrimination. Voilà, je trouve que c'était intéressant de faire ça, et ça permettait peut-être de parler, voilà, du VIH et des discriminations vécues par les personnes d'une façon, comment dire, ludique, pour dédramatiser quelque chose, en fait, qui est pas drôle du tout, hein, voilà, qui est extrêmement violente, sauf que, voilà, en rire, peut-être, ça permet de décaler et de pouvoir en parler et d'ouvrir un peu le débat. Voilà, et du coup, oui, à partir des situations de discrimination vécues par des personnes, on a commencé à imaginer des scènes avec donc l'aide d'un comédien-acteur qui nous a aidé à les mettre en scène, etc. Et donc, il y a un petit groupe là qui s'est constitué on travaille depuis 1 an et demi quand même là-dessus, hein. Voilà. Hein, donc, quand même, c'est pas... ça se fait pas comme ça, hein. Je veux dire, voilà, ça met du temps, c'est pas simple, hein, voilà. Et puis, il faut aussi de la technique. On n'est pas du tout des professionnels. Mais voilà, donc là, il y a quelque chose qui est un peu... qui est en route. Ça a un peu débordé parce que du coup, il y a aussi les témoignages, il y a des scènes humoristiques, voilà. Mais bon, dans l'idée, c'est de faire un peu un spectacle autour du VIH, en fait, ce vécu, ce partage, cette expérience. Voilà. Et puis, on a aussi demandé à un service de la PHM de travailler avec nous.
Donc, ce qui a été accepté, donc ce qui est chouette aussi de pouvoir avoir des personnes concernées, des soignants, parce qu'il y a quand même une histoire aussi extrêmement liée dans ce parcours de santé. Voilà, et voilà, donc du coup, ça devrait se faire là. On a fait déjà quelques scènes qui ont été bien accueillies, donc on voit bien que c'est intéressant, que ça marche. Voilà, on verra. Et oui, ouais, je trouve que l'humour, c'était... Bon, moi, je trouve que c'est un super outil, l'humour, déjà, pour aborder des choses pas drôles et pour toucher les personnes. Je pense que c'est intéressant. Et pour moi, c'était aussi, à un moment donné, on renverse un peu les rôles. C'est-à-dire que c'est les personnes concernées qui vont se moquer de ceux qui discriminent. Et ça, je trouve que c'était pas mal, en fait. Voilà, aussi de faire ça. C'était un beau pied de nez, quoi. Tout à fait. Voilà. Et toi, tu travailles sur Marseille depuis très longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la réalité du territoire? C'est-à-dire, c'est quoi pour toi les spécificités et les problèmes que vous devez affronter à Marseille qui sont spécifiques un peu de votre territoire réseau? Alors, peut-être des choses qu'on va retrouver ici ou là. Bien sûr, mais qu'est-ce que c'est pour toi les priorités pour... Alors, actuellement, c'est ça, tu parles de là actuellement, c'est ça. Ouais. Bon, Marseille, déjà, c'est quand même une histoire avec le VIH extrêmement forte. C'est quand même un territoire qui est extrêmement marqué des années 70, 80, enfin 80, 90, je veux dire. Donc, avec une mobilisation extrêmement forte du milieu soignant. Donc, il y a quand même un tissu médical associatif qui est présent depuis des années, qui est là, enfin, je veux dire, qui fait beaucoup de choses, qui est très riche, voilà, dans la lutte contre le VIH et là, mais pas que, dans d'autres combats et aussi autour de l'accompagnement social, la précarité, le droit des personnes. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'associatifs, parce que c'est quand même l'associatif en majorité quand même, qui sont vachement impliqués, vachement actifs. Marseille, je trouve que c'est quand même une ville où il y a vraiment un milieu associatif qui est extrêmement riche, divers, mobilisé, enfin je dirais voilà, avec donc beaucoup d'actions collectives. Justement avec des batailles. En ce moment, par exemple, au niveau titre de séjour, c'est un problématique majeure dans toute la France. Voilà, mais à Marseille, il y a vraiment un groupe où il y a des choses qui sont défendues, qui sont attaquées. Enfin, voilà. Donc, je trouve qu'il y a une richesse associative extrêmement forte. Après, Marseille, c'est une grande ville, c'est une ville qui est pauvre. Voilà, donc ça, c'est une réalité dans le sens qu'il y a beaucoup quand même de personnes en précarité. Moi, je dirais que donc, de toute façon, c'est des personnes qui sont sans droit. Donc, quand on est sans droit, c'est sûr que la vie, elle est quand même bien plus compliquée dans le sens où voilà, on n'a pas vraiment de ressources pour se nourrir. Ça va être compliqué de se nourrir et puis se loger. L'hébergement, le logement à Marseille, c'est bien. En tout cas, c'est compliqué. Donc, je dirais qu'on a beaucoup de personnes quand même qui sont dans des situations bien complexes. Et puis la question de l'hébergement avec des dispositifs qui sont saturés, même si voilà, la ville est vachement impliquée dans l'accompagnement des personnes, dans le soutien des personnes exclues. Mais il y a quand même une réalité territoriale qui est complexe. Voilà, qui n'est pas simple et qui n'est pas facile. Et que Marseille, oui, c'est saturé au niveau hébergement, au niveau... Enfin, voilà. Il y a ça, voilà. Après, Marseille, ça aussi, je sais pas comment... il y a aussi des territoires qui sont plus ou moins enclavés que les autres. Les quartiers nord, voilà, c'est quand même des arrondissements qui sont un peu laissés à l'abandon depuis des années. Voilà. Et donc, c'est aussi des territoires où il y a des problèmes d'accès aux soins pour des personnes. Il y a beaucoup de précarité, des problèmes d'accès aux soins. Il y a aussi tous les problèmes d'usage de drogue à Marseille. Aussi, usage de drogue en tout cas, je crois que c'est usage de drogue ou en tout cas aussi la prise en charge de ces publics, qui n'est pas non plus au top. On n'a toujours pas de HSA alors que ça fait des années qu'on en parle, etc. Et qu'il y a vraiment peut-être un besoin en tout cas de prise en charge pour les personnes à Marseille. Voilà. Et donc ça, du coup, je ne pense pas que ça arrange la précarité, ça n'arrange pas tous ces problèmes-là. Vous conduisez beaucoup d'actions hors les murs dans ces quartiers? Alors oui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont beaucoup dans des maraudes, etc. Beaucoup d'actions hors les murs. Ça, c'est oui, il y a un noyau, en tout cas important sur Marseille avec l'association Vers Marseille sans hépatite, qui est très mobilisée sur Marseille, qui justement, en tout cas, met en place un peu, essaye de dynamiser toutes ces actions-là. Donc ça, c'est chouette.
On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, je trouve qu'il y a, il y a vraiment une belle énergie et beaucoup d'acteurs qui se mobilisent, ça c'est sûr. Voilà. Donc voilà, il y a des fois en temps, il y a des, ouais, il y a des projets en tout cas qui adviennent, des projets qui sont chouettes. Hein. Voilà. Et par rapport au plaidoyer vraiment récent, le réseau est engagé dans un combat dont nous avons parlé souvent à l'antenne, c'est celle de la présentation de la carte vitale obligatoire pour quand une personne séropositive va chercher les médicaments. Je le dis comme ça de manière très simple. Nous avons eu des témoignages à l'antenne de personnes qui se sont vues refuser du coup les ARV lors du passage en pharmacie. Et à Marseille, vous avez pu aussi relever ce problème. À votre avis, quel impact alors, oui, enfin ça c'est quelque chose, nous c'était en juin, parce que c'est une, en tout cas c'est une modalité en tout cas annoncée par la CPM. C'était en juin que ça avait été annoncé, et nous on avait commencé à avoir des situations problématiques où les gens nous appelaient, nous racontaient on m'a refusé ça, et donc on a été quelques associations, dont l'association Bus 3132, voilà, et Réseau Santé Marseille Sud, où du coup on a tout de suite mobiliser un peu les autres acteurs, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, et puis après intégrer aussi un groupe au niveau national. Et puis on a rencontré aussi le directeur, l'adjoint CPAM 13, voilà, pour un peu expliquer un peu qu'est-ce qui se passait dans la réalité. donc bon, c'est tout. C'est toujours en cours. Je pense pas que ce soit vraiment réglé par rapport à nos demandes, parce que nous, il y a des pharmacies carrément qui affichaient sans carte vitale, vous n'avez pas de traitement, quoi. Enfin, on a fait des photos, donc il y avait ce genre de message. Oui, des personnes à qui ont refusé. Moi, la semaine dernière, il y a 15 jours, une personne qui a fait mal à la jambe, aux urgences, on lui a presque les médicaments antidouleurs, donc des choses pas, parce que cette mesure, quand même, elle est au départ valable pour des traitements onéreux. Voilà. Là, on lui a prescrit des médicaments qui ne sont pas du tout onéreux. Elle est allée en pharmacie, elle n'a pas de carte vitale, mais pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle a un numéro provisoire au niveau de sécurité sociale, donc elle ne peut pas avoir de carte vitale, même s'il a une CSS. La pharmacie a refusé de lui délivrer ses traitements. Enfin, je veux dire, alors qu'il n'y a aucune raison. Voilà. Donc, je pense que des situations comme ça, il y en a. Alors, par rapport aux ARV, nous, ce qui est bien, en tout cas, l'accès au traitement, on va toujours arriver à, du coup, la personne à la rapatrier à l'hôpital, et du coup, elle va avoir son traitement ARV. Bon, donc si elle passe par nous, si elle nous le dit, après si on ne le dit pas, etc., peut-être que ça peut rester le bec dans l'eau. Voilà, pour ça. Mais par contre, je pense qu'il y a plein de gens qui je ne sais pas si ça remonte toujours, ces situations-là. Le problème, c'est ça. Je ne suis pas sûre que ça remonte tout le temps. Et je pense que les gens, ça va être des renoncements aux soins, en fait. Ce qu'ils font, c'est que ils vont peut-être essayer une, deux pharmacies. Voilà. Soit il y a une telle pharmacie qui va être plus conciliante, en tout cas, au moins, qui va délivrer les traitements malgré tout, parce que voilà, la Sécu nous a quand même bien confirmé que on ne pouvait pas refuser les traitements aux personnes, c'est ce qu'on nous a dit texto, sauf que dans la vraie vie, on voit que c'est pas comme ça. Voilà. Et puis je pense qu'il y a des personnes qui vont à un moment donné, oui, elles vont renoncer à certains soins, à prendre certains traitements, c'est sûr. Voilà. Complètement. Et parce qu'il y a peu de réponses quand même. Nous, on a demandé, il y a une nouvelle communication qui aurait été faite aux pharmaciens, etc., pour préciser un peu, pour détailler, pour nuancer, en tout cas, voilà, que ce n'est pas une application stricte, et que donc l'enjeu, c'était pas de laisser les personnes sur le carreau. Voilà, bon, cette communication, on l'a demandé, on l'a toujours pas eu. Donc voilà, je trouve que on tourne un peu en rond, en fait. C'est vraiment regrettable. Puis même, c'est regrettable qu'on n'ait pas été au courant de cette nouvelle organisation. Ça aussi, je trouve que c'est extrêmement étonnant que les associations qui accompagnent les personnes qui ont une problématique de santé, pathologie chronique avec des traitements, ne soient pas au courant que d'un coup, il y a une modification, en tout cas, qui est annoncée par la CPM. Je trouve que c'est fou. Et en plus, on a un peu l'impression que c'est c'est une partie d'une organisation un peu plus générale qui va toucher, bien évidemment, toujours les personnes plus précaires. Tout à fait. Comme tu dis, qui vont... Oui, nous on avait dit, mais en fait, c'est une façon de trier les gens. Enfin, je veux dire, quelque part, voilà, ça veut dire que d'un coup, les pharmacies, elles vont retoquer, voilà, les plus précaires, vous avez du soin, ceux qui n'ont pas la carte vitale parce qu'ils ont un numéro provisoire. Enfin,
toute une tas de populations qui sont en difficulté. Donc oui, je veux dire, on ne sait pas trop, voilà, c'est quoi le but, même si, bon, on parle de lutter contre la fraude, etc. Bon, enfin, c'est toujours compliqué, ces histoires, on ne comprend pas Tout à trop fait. le sens, quoi. Alors, on va vers la fin de cette rencontre avec toi, Marjorie. Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter ou des messages que tu voudrais lancer à l'antenne? Moi, je voulais quand même remercier, enfin, j'aimerais bien pouvoir remercier les personnes, tu vois, en fait, ça, c'est, voilà, au moins ça, quoi. Tu, Voilà, parce que oui, donc tu veux remercier on y qui, va. en fait? Ah, ben l'observatoire, enfin l'observatoire, les gens qui travaillent, qu'on accompagne, qui participent avec nous aux actions, qui réfléchissent avec nous, enfin tu vois, je veux dire, parce que s'ils sont pas là, voilà, moi je fais rien en fait, je fais rien du tout. Donc c'est ça aussi, je trouve que c'est du temps, que des fois c'est pas simple pour les personnes, hein, aussi de revenir sur des situations qui sont vécues, qui sont pas drôles en fait, hein, que peut-être que ça a été douloureux. Voilà, donc je trouve que je vois bien que c'est pas forcément simple. Mais voilà, et je trouve que ça, c'est extrêmement riche. Moi, je trouve que c'est des échanges et des moments de vie qui sont chouettes, en fait, qui sont extrêmement riches, extrêmement intéressants. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Voilà, et donc c'est aussi un remerciement, en fait, pour ces personnes qui s'impliquent auprès avec nous, qui participent, qui sont d'accord pour monter au créneau, en fait, aussi, hein, qui sont d'accord aussi, des fois, pour s'exposer. Je sais combien c'est délicat, combien c'est pas simple, en fait, de s'exposer, de se montrer, de dire qu'on est séropositif. Enfin, il y a un enjeu qui est énorme. Donc, moi, je peux toujours remercier les personnes qui sont avec nous dans cette aventure. Voilà, parce que voilà, sans eux, il y aurait rien. Il y aurait rien. Voilà. Donc, c'est ça toujours que je veux rappeler. Je trouve que c'est important.